Diapositive 5. J'ai intitulé cette diapositive Miscellanée. En effet, il n'y a pas de structure dans la médecine 2.0. C'est un ensemble de choses. Et plutôt que d'aller dans des théories qui pourraient ne pas vous passionner ou vous raser, j'ai préféré prendre des exemples concrets, des exemples précis qui illustrent ce que c'est que la médecine 2.0 et qui vous permettront de voir quelles sont ces différentes facettes. On passera après à une phase de réflexion pour voir ce qu'on peut en sortir, mais il me paraît important de partir sur des exemples précis. Alors, le premier exemple que j'ai voulu prendre est un exemple qui concerne le public avec la diapositive 6. C'est le déplacement des sources d'information. Dans le cadre d'un sondage Ipsos qui avait été présenté lors de rencontres en 2008 organisées par la Haute Autorité de Santé, ce sondage n'est malheureusement pas public, il y avait présentation de résultats et notamment cette diapositive tout à fait extraordinaire qui montre que lorsque les gens ont cherché ou reçu de l'information santé, le premier canal, c'est Internet. Devant ST Média, qui est le sous-total de tous les médias, devant le sous-total de tous les professionnels de santé. Vous pouvez regarder les différents chiffres et vous voyez que c'est vraiment une place énorme. Les gens pouvaient donner deux réponses, dont vous avez en vert clair ce qui a été cité en premier, en vert foncé ce qui a été cité en deuxième. Et il y a un grand absent, mais vraiment un grand absent, essayez de trouver, vous ne l'avez pas trouvé, c'est le Larousse médical, c'est-à-dire la référence absolue pour l'information santé de nos parents et de nos grands-parents. Eh bien, il n'est même plus présent dans cette liste, c'est-à-dire que vraiment, le côté je vais chercher de l'information plutôt que de la recevoir passivement à la télévision, à la radio. Donc la recherche d'information, c'est Internet et c'est devenu la principale source d'information. Il y a 15 ans, c'était zéro. Donc il y a vraiment une mutation phénoménale, c'est-à-dire que la première source d'information du public sur la santé actuellement n'existait pas tout simplement il y a 15 ans. Sur la diapositive 7, nous voyons un équivalent pour les médecins. Alors, c'est pas n'importe quel médecin. Il s'agit de médecins qui fréquentent Internet, qui communiquent par des listes de discussion. Ce ne sont pas vraiment des geeks, comme on dit, des fanatiques, mais ce sont des gens qui ont une certaine aisance avec l'outil Internet, ce qui est loin d'être le cas de la majorité de mes confrères. Avec mon ami Cyril Kemeras, qui gère une liste dite MG List, alors que je gère une autre liste de communication qui s'appelle MG Clinique, nous fédérons avec ces deux listes à peu près 200 médecins généralistes. Et nous avons fait un sondage sur chacune de ces listes pour savoir quelles étaient les sources d'information les plus fiables. Le protocole, si on peut parler de protocole de ce sondage, était le même. On proposait une liste fermée de sources d'informations professionnelles et on leur demandait, sans limitation de réponse, quelles étaient les sources qu'ils jugeaient fiables. Les réponses sont convergentes pour la majorité des items, bien que les deux groupes n'aient pas pu se concerter. Et donc, nous voyons des choses tout à fait étonnantes. Et déjà, le premier item, c'est la formation médicale continue, l'enseignement post-universitaire, qui en France est malheureusement entièrement ou quasiment entièrement financé par l'industrie pharmaceutique ou par les assureurs santé, mais ce qui crée aussi une autre forme de biais. Et rares sont les médecins qui organisent des séances de formation entre eux avec leurs propres revenus, malheureusement. Donc cette formation médicale continue organisée par des laboratoires est jugée comme fiable par environ 3,5% des médecins, ce qui est quand même extrêmement peu. De la même façon, l'expert en congrès, et c'est le seul item sur lequel on a une divergence, n'est considéré comme fiable dans son discours que par moins de 8% des médecins de la liste MG Clinique, qui est une liste très française, et en revanche par 26% de la liste MG List, qui est beaucoup plus internationale. Cette différence peut être liée au fait que si maintenant tous les médecins savent que malheureusement les experts des congrès sont des gens qui sont largement financés, entretenus, que leurs recherches sont elles aussi financées par les industriels du médicament, il y a un petit peu plus de crédibilité peut-être dans les congrès internationaux que dans les congrès français qui ressemblent malheureusement trop souvent à des kermesses plutôt qu'à des manifestations scientifiques. Alors l'autorité maintenant, l'argument d'autorité avec la haute autorité de santé. Eh bien, cette haute autorité de santé n'est jugée fiable, finalement, n'est placée comme dans les sources fiables que par la moitié des médecins. C'est quand même assez peu quand on y pense. La presse tabloïde des journaux que les médecins reçoivent quotidiennement ou 2 ou 3 fois par semaine en grand format, bourré de publicité, la presse professionnelle, est jugée fiable par 0% d'une liste et 7% de l'autre. Donc c'est vous dire quel est le crédit de cette presse. Et même les revues avec des noms plutôt prestigieux mais qui sont avec beaucoup de publicité et financées par la publicité sont considérées comme crédibles par les médecins, encore une fois particulièrement sélectionnés comme étant fréquentant Internet. Cette crédibilité ne concerne que 5 à 7% des médecins, c'est encore une fois très peu. Alors une petite exception française qu'il faut saluer au passage, une exception 13.1.0. La revue Prescrire, c'est une revue papier, qui est une revue financée entièrement par ses abonnements, dans laquelle il n'y a
aucun lobby en tout cas visible, il n'y a pas de publicité, et dans lequel beaucoup de médecins, bien qu'ils soient pas du tout sélectionnés parmi des abonnés à cette revue, beaucoup de médecins considèrent qu'il y a une information fiable et utile, et ça montre que lorsqu'on fait un travail rigoureux, on garde quand même la confiance des professionnels, même quand on a su pas trop s'adapter à Internet, ce qui est malheureusement le cas de la revue Prescrire. Alors ensuite, il y a deux choses qui vont vraiment rentrer dans le 2.0. Il y a un premier item qui était la majorité des pairs, c'est-à-dire, grosso modo, l'avis majoritaire des confrères qui s'expriment sur cette liste de discussion. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît fiable? Eh bien, voyez-vous, alors qu'on va parler beaucoup de réseaux, cette fiabilité tourne autour de 10%. C'est-à-dire que c'est pas du tout considéré, c'est pas parce que la majorité parle que la majorité a raison. Donc, pour ceux qui craignent que le 2.0 soit l'avis bêtement majoritaire, ajoutant les ânes aux gens qui savent, il y a une conscience du fait que cette majorité n'est pas du tout quelque chose de fiable. En revanche, et là c'est très intéressant, j'ai introduit dans le protocole la majorité pondérée. La majorité pondérée, ce n'est pas l'avis des pairs sur la liste, c'est l'avis des pairs pondéré par l'avis, par l'opinion que l'on a de ces personnes. C'est-à-dire que parmi les gens qui s'expriment dans un groupe, il y en a qu'on sait comme étant des fiers à bras, toujours prêts à hurler pour un oui, pour un non, d'autres qui sont très compétents dans un domaine pointu, d'autres qui sont plutôt des sages en général, d'autres qui ont pour habitude de tourner leur langue dans leur bouche avant de parler, bref. La majorité des opinions pondérées par l'idée que l'on a de l'émetteur de l'opinion devient un critère d'une telle fiabilité qu'il dépasse même pour un groupe celle de la haute autorité de santé. Donc ça veut dire que pour un groupe de médecins qui communiquent entre eux, la fiabilité du groupe en tant que réseau pondéré par une fiabilité a priori est supérieure à celle d'un collège d'experts spécialistes du sujet, ayant travaillé longuement sur le sujet, et ça c'est un phénomène 2.0 très important. C'est la chute de l'argument d'autorité. C'est-à-dire que l'on finit par faire plus confiance dans son réseau proche, de gens qu'on connaît, de gens à qui on accorde une fiabilité, qu'à des experts qu'on ne connaît pas personnellement et dont on doute finalement à la fois de la capacité à nous informer et à la fois de l'indépendance. Enfin, la rubrique autre concernait essentiellement, par les réponses qu'on a eues par le verbatim, des revues internationales qui n'avaient pas été citées et qui sont quand même, bien évidemment, une source d'information majeure pour les chercheurs. Les médecins généralistes étant plutôt preneurs d'informations non de première instance, mais d'informations qui ont été déjà synthétisées, de revues, sont moins concernés par les revues internationales et puis disposent, avec la revue Prescrire, d'une revue de grande qualité qui les informe sur la totalité de ce qui peut se publier à l'étranger et qui pourrait être intéressant dans leur pratique. Vous avez la référence dans la diapositive.